Retrouvez, chers aimables téléspectateurs, c'est toujours un plaisir d'être là avec vous, de discuter de la République démocratique du Congo pour ce nouveau numéro Tokobeta Masolo, na Oteli rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Nous allons aussi parler du Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda est sanctionné par plusieurs pays. Nous allons parler des enjeux politiques en République démocratique du Congo. Alors, pour ce nouveau numéro, nous allons discuter avec Monsieur Gaston, qui séjourne en Belgique. Il est notre correspondant. Il va quand même nous faire vivre l'actualité et ce qu'il lui pense. Monsieur Gaston, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, nous sommes en direct avec vous. Comment est-ce que vous vous portez? Est-ce que la santé, ça va? Oui, on se porte bien et au niveau santé aussi, on se porte très bien. J'espère que c'est pareil pour vous. Oui. Ici en Occident, très bien. De notre côté, ça va, on est là. Alors, Monsieur Gaston, vous suivez l'actualité comme il se doit ici en République démocratique du Congo et voire même partout dans le monde. Il y a eu une rencontre, d'abord cette rencontre-là avortée entre le gouvernement congolais et le M23. Quelle a été votre analyse par rapport à la réaction de M23 qui disait que le gouvernement congolais ne voulait pas négocier, le gouvernement congolais ouvre une voie, une porte, et par rapport à c'est M23 qui se rétracte? Quelle est votre analyse quant à ce? Écoutez, moi, tout au début, quand j'ai vu que certains officiers du gouvernement congolais avaient accepté d'aller rencontrer le M23 avec l'aval des autorités congolaises, j'étais un tout petit peu déçu. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, vous savez, les autorités ou les dirigeants en général et les présidents en particulier, ce sont des gens qui savent voir les choses de loin. Et là, quand j'ai vu la composition de cette équipe qui allait rencontrer les émissaires de Kagame, parce que moi je ne les appelais pas vraiment les Congolais, le M23 c'était les émissaires de Kagame, je me suis dit qu'il y avait quand même des poids lourds du gouvernement congolais, et notamment Kipemba et les autres, et ils connaissaient très bien le sujet. Et le fait que le M23 s'est tracté, a décidé de ne pas y aller, ça ne m'a pas surpris parce que j'étais sûr que via Jean-Pierre Bemba, qui maîtrisait le dossier, qui connaissait à fond les vrais responsables du M23, les délégués du M23 ne pouvaient pas tenir même une minute. Donc, c'était bien fait et ça ne m'a pas surpris le fait que le M23 n'a pas été à Rwanda pour justement discuter des modalités pour que cette guerre s'arrête. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième, c'est le fait qu'il y a eu des sanctions contre les responsables du Rwanda. Et là, j'étais sûr, j'étais convaincu que le M23 ne pouvait pas y aller. Parce que ceux qui mènent vraiment cette guerre, ils ont été bien identifiés. Donc, les pantins, comme son Excellence, le président Tshisekedi n'a jamais arrêté de le dire, n'avaient rien à défendre. Parce que ceux qui mènent les vrais meneurs de cette guerre ont été identifiés, ils sont connus. Donc, alors, quand j'ai vu que donc, le M23 n'a pas été à Rwanda pour répondre à la question, c'était une chose que moi j'avais, allez, je me disais quelques heures juste avant que le M23 ne se rétracte et à la sortie de ces sanctions. Alors, le fait que le M23 n'a pas été, ce n'est pas une bonne chose tout de suite à remarquer, mais c'est une chose qui va se remarquer beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, ça a commencé, on le sent. Le M23 prend des ordres à Kigali. Et vous savez très bien que le ministre des Affaires étrangères, le Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement, ou l'homme le main droit de Kagame, M. Karusisi, ils étaient ici juste avant que l'Union européenne nous décrète ces sanctions pour négocier pour que ces sanctions
ne soient pas prises. Le fait que l'Union européenne a décidé de continuer de sanctions et que Kagame a vu qu'il n'y avait plus d'échappatoire, donc il ne peut plus se cacher. La solution, c'était de dire, voilà, le M23 n'y va pas, parce que le vrai responsable est à Kigali. Donc, c'est Kagame qui aurait dû y aller d'ailleurs depuis longtemps. Maintenant, on sait que le M23, c'est une coquille vide. Mais les vrais criminels, les vrais assassins du peuple congolais se trouvent à Kigali. Et voilà, ce n'est pas vraiment le M23. Est-ce qu'il y avait opportunité quand même d'organiser cette rencontre-là entre le gouvernement et le M23? Est-ce que c'était opportun? Est-ce qu'il y avait une importance par rapport à vos analyses? Non, personnellement, je ne trouvais pas l'importance de voir le gouvernement congolais perdre son temps à en discuter avec des pantins. Vous savez, messieurs les journalistes, cette guerre est menée par le Rwanda contre le Congo et le peuple congolais. C'est le gouvernement de Kigali, le gouvernement de Kagame qui tue le peuple rwandais. C'est l'armée rwandaise. Il n'y a pas, ce n'est pas parce qu'on a mis M. Corneille Nanga à la tête et Bissimo à la tête que l'armée rwandaise arrête, pardon, le M23 cesse d'être l'armée rwandaise. C'est une armée rwandaise. Moi, personnellement, je connais beaucoup de jeunes rwandais, beaucoup qui sont morts au Congo, d'autres qui sont engagés dans l'armée, qui sont engagés au Congo, mais qui font partie de l'armée rwandaise. Les décisions sont prises à Kigali. Les armes qu'on utilise pour tuer les Congolais sont achetées par l'armée rwandaise. Les responsables militaires, civils, ce sont des Rwandais. D'ailleurs, une partie a été dressée par l'Union européenne. Donc il faut arrêter de dire que le M23, c'est un mouvement congolais, c'est un mouvement qui revendique des droits que les Congolais ne l'auraient pas donnés à ces gens. Non, parce que, vous savez, si le M23 vraiment était des Congolais, il y a longtemps qu'ils auraient abandonné cette guerre. Le gouvernement congolais actuel, je veux dire, n'a jamais cessé de proposer la démobilisation et de s'asseoir sur une table de négociation avec vraiment des vrais Congolais pour trouver une solution. Au moment où ceux qui se réclamaient être Congolais allaient être démobilisés et dire que les Romas qu'ils voulaient, ben, ils auront pris les armes. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des Congolais, on a découvert que ce sont des Rwandais. C'est pour ça d'ailleurs que Jean-Pierre Bemba, j'étais content qu'il soit à la tête de cette délégation, parce qu'il les connaît. Il les connaît, c'est quelqu'un qui connaît depuis le début son mouvement. Donc, personnellement, ça m'a fait plaisir de voir que le gouvernement congolais, maintenant, ne s'est pas trompé, surtout le président, ne s'est pas trompé en identifiant son mouvement comme une coquille vide, et les vrais responsables de cette guerre, c'était se trouver à Kigali. Voilà. Mais à court terme, évidemment, ça a un impact parce que les massacres continuent. La population reste dans des cas de réfugiés. Le M23 continue de contrôler des zones et de piller le Congo. Mais à long terme, Kigali va repayer. Tôt ou tard, comme je l'ai dit dès le début, Kigali va payer et il va repayer très cher. D'ailleurs, ça a commencé, ce n'est qu'un début. Donc, monsieur le journaliste, ce mouvement, ce n'est pas un mouvement congolais, c'est un mouvement rwandais. Est-ce que du fait que il y a eu rupture diplomatique entre le Rwanda et la Belgique, cela a aussi impacté sur cette décision-là? Vous savez, la Belgique n'a fait que respecter le droit international. C'est simple. La Belgique a demandé une chose, que l'armée rwandaise quitte le Congo. C'est simple. Alors, aller à l'Union européenne, dire que l'Union européenne participe aux crimes qui sont commis au Congo, je ne trouve que c'est quelque chose qui est normal.
D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères belge avait proposé qu'il y ait une discussion pour que le Rwanda prouve qu'il n'est pas impliqué dans les massacres qui se font à l'est du Congo. Au lieu de reprouver, évidemment, de s'asseoir sur une table de négociation, le Rwanda a préféré chasser les diplomates belges. C'est le Rwanda qui a lancé cette confrontation. D'ailleurs, le week-end passé, si je me souviens bien, dimanche, Kagame avait convoqué une réunion, enfin, il a voulu rencontrer la population rwandaise à Kigali. Il semble qu'il y avait 8000 personnes qui étaient venues l'écouter. Il avait dit que c'était rencontrer la population rwandaise pour échanger. Or, au lieu d'échanger avec les Rwandais, il a passé tout son temps en parlant du Rwanda et de la Belgique. Il met tout sur le dos de la Belgique. Donc, je trouve que d'abord, c'est pas humain de traiter la Belgique comme il l'a traité, vu que sa femme a vécu en Belgique, sa sœur a vécu pendant des années en Belgique, sa sœur a une nationalité belge, un passeport belge, sauf que maintenant ça risque d'être compliqué pour elle, vu la façon dont on traite la Belgique. Donc, c'est la rupture diplomatique entre le Rwanda et la Belgique n'aurait pas dû avoir un impact parce que ce n'est pas que la Belgique qui a pris des sanctions, mais c'est l'Union européenne qui a pris des sanctions. Ce n'est pas la Belgique. La Belgique n'a fait que prouver à l'Union européenne que l'Europe ne peut pas dire qu'elle défend le droit, la justice en Ukraine, en condamnant la Russie, et continuer à défendre le Rwanda et faire du business avec le Rwanda qui attaque le Congo et tue la population congolaise. Ici, je rappelle que jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 12 millions de personnes tuées par Kagame depuis qu'il est au pouvoir. Donc, ça, c'est trop. Même en Ukraine, il n'y a pas un nombre si élevé. Donc, la condamnation la rupture diplomatique entre là, c'est une autre histoire parce que la Belgique a osé photo et dire que le Rwanda devait respecter le droit international. Ce qui est logique pour toute personne sensée et qui veut que la paix revienne dans la région du Canada. Autre chose, c'est que Kagame a oublié une chose, c'est qu'il y a un lien que la Belgique a avec le Congo. Il peut y avoir de mésattentes, d'autres problèmes, mais il y a un lien que le Rwanda ne peut pas casser, qui existe entre le Congo et la Belgique. Donc, le fait que la Belgique demande le respect du droit international, je trouve que c'est normal. Alors, ça a un impact sur ce qui s'est passé, évidemment. Donc, le fait que le M23 ne s'est pas présenté à Rwanda, oui, ça a eu un impact parce que la Belgique a mis à nu, en fait, a dit à haute voix, pardon, ce que les autres pays ne veulent pas dire. Donc, on a demandé à l'Union européenne de condamner la guerre et de dire que, de même mentionner les noms de ces agresseurs. Ça, c'est normal. Alors, évidemment, la Belgique ne s'est pas trompée parce que vous avez vu que le M23 n'a pas été, parce qu'il n'y avait pas d'argument. Le vrai patron était fâché. D'ailleurs, le fait que Kagame soit colérique à ce point prouve une fois de plus que la Belgique a eu raison de dire que le Rwanda ne respectait pas le droit international. Le Rwanda, c'était un agresseur. Ça a eu un impact, oui. Ça a fait que le pétrole n'a pas été à Rwanda. Alors, Monsieur Gaston, aujourd'hui, nous allons un peu nous baser sur le Rwanda pour quelques minutes. Avec cet incident diplomatique, avec tout ce qui se passe maintenant là, quels sont les effets néfastes que le Rwandais peuvent subir en ce net instant, que le Rwanda peut subir en ce net instant après la rupture diplomatique Rwanda-Belgique? Est-ce qu'il y aura des effets néfastes sur le Rwanda? Ah oui, monsieur le journaliste, il y a beaucoup d'effets néfastes sur le Rwanda.
Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, c'est la famille de Kagame qui va en souffrir, c'est pas la Belgique. La Belgique investissait beaucoup, aidait beaucoup via ce qu'on appelle la coopération au développement. Tout partait de la Belgique. Et vous savez que la Belgique, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un petit pays, mais diplomatiquement, c'est un grand pays. Alors, si on regarde au niveau très que le fait de casser cette relation diplomatique du Rwanda avec la Belgique, d'abord c'est un échec diplomatique de la part du Rwanda. Parce que quand la Belgique lève sa voix pour condamner ce qui se passe à l'est du Congo, au Rwanda, on tremble. Alors, ça implique quoi? Ça implique que quasiment tous les pays, tous les grands pays européens ont arrêté certaines aides ou certains financements que ces pays faisaient au Rwanda. Et ces pays ont pris des sanctions. Ici, je peux citer par exemple l'Allemagne, c'est un grand pays, c'est un géant au niveau de l'Europe. La Grande-Bretagne, qui a soutenu pendant des années, financé tout ce que Kagame a fait. Donc, déjà, le fisc de ces pays, ces deux pays-là, c'est énorme. Et alors, quand on y ajoute les États-Unis, même si les États-Unis ont dit, bon, les États-Unis ont pris des sanctions, ont sanctionné le Rwanda, derrière, il y a la diplomatie belge qui a joué un grand rôle. Alors, quand vous prenez alors des sanctions qui viennent au niveau européen, les effets néfastes qu'il va y avoir au Rwanda, c'est que des aides qui servaient par exemple à acheter des médicaments, ou bien financer des écoles, ou bien financer des sociétés étatiques au Rwanda, tout ça, ça s'est arrêté net. Et les effets commencent à se faire sentir parce qu'au Rwanda, par exemple, je suivais les informations ce matin, et on disait qu'un sac de riz au Rwanda qui coûtait 36 000 francs rwandais, ce petit sac, le prix est passé à 42 000 francs rwandais. Ça veut dire qu'il n'y a même pas une semaine. Et vous voyez, donc, déjà une augmentation de 6 000 francs rwandais. C'est énorme. Alors, imaginez-vous ce qui va se passer au niveau des hôpitaux, des médicaments qu'on achetait. Parce que quand on prend des sanctions comme ça, en fait, on a l'impression qu'on a pression contre juste le Rwanda ou certaines personnes. Mais c'est aussi, il ne faut pas oublier que toutes les institutions ou les entreprises qui faisaient des business avec ces personnes ou le Rwanda, ils ne vont plus faire ces business. Donc, tout va s'arrêter. Si moi, j'avais une société qui fournissait des médicaments à une société de commerce ou bien une pharmacie au Rwanda, je ne peux plus le faire, sous peine d'être sanctionné aussi. Donc, ça veut dire qu'on met un coup d'arrêt à d'autres sociétés qui tournaient autour de ceux qui financent ce genre d'affaires au Rwanda. Et ce qui va se passer encore, c'est au niveau donc, de la santé, on risque d'avoir beaucoup de mortalité parce que les médicaments qu'on avait au Rwanda, ça ne va plus arriver. Par exemple, les industries alimentaires qui envoyaient les produits au Rwanda, genre le riz par exemple, ou le haricot, ou beaucoup de choses, mais ces sociétés ne vont plus fournir ces produits au marché à Kigali, donc au Rwanda. Donc, ça veut dire que, d'ailleurs, c'est pour ça que le prix, par exemple, pour le riz a augmenté dans moins d'une semaine. Donc, tous les produits vont augmenter. Donc, ceux qui sont riches vont pouvoir continuer à acheter, mais ceux qui sont pauvres, il faut commencer à souffrir. Ils ont déjà commencé à souffrir, mais ça va atteindre aussi ceux qui sont riches. Et les autres effets néfastes qui vont arriver, c'est qu'au Rwanda, il va y avoir, et il risque d'y avoir, ça peut arriver qu'il y ait une guerre civile aussi à l'intérieur du pays. Parce que j'ai un ami qui me disait que ça ne commence à ne pas bien marcher aussi
au niveau des autorités ou de ceux qui tiennent les rênes du pouvoir, parce que ils voient qu'il faut tout droit dans le mur. Et d'ailleurs, j'ai vu les journaux ici, le journal Le Soir ici en Belgique, qui avait titré comme quoi Kagame devient un vrai dictateur, mais il a oublié comment Mobutu a quitté le pouvoir, donc lui aussi l'historien, vers la même voie. Ça veut beaucoup dire. Ça veut dire que Kagame, ces jours sont comptés. Ils sont comptés, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, ça, il faut attendre et voir, mais les bénéfices sont déjà là. Donc, vous pensez qu'avec ces sanctions, cela peut pousser la population à manifester contre Kagame et à faire à ce que Kagame puisse quitter le pouvoir? Mais je ne dirais pas que la population, ça va pousser tout de suite la population à manifester, mais l'armée, oui. L'armée peut se révolter. Oui, l'armée peut se révolter parce que la population n'est pas armée. Donc, mater la population, c'est facile. Quand Kagame s'attaque à la population, il n'hésite pas à les massacrer, c'est pas nouveau, il a l'habitude de le faire. Mais par contre, son armée risque de se retourner contre lui. Notamment, il doit défendre bec et ongle ces militaires qui sont sur la liste donc, de ceux qui sont sanctionnés. Et il doit prouver qu'il est capable de continuer à fournir le même service ou le même traitement à ceux qui avaient l'habitude de bénéficier de sa largesse ou de ces services gratuits. Mais le problème, c'est que Kagame déjà a prévenu dimanche passé, il avait dit que la population devait se serrer la ceinture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population doit s'attendre à souffrir de ces sanctions. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que l'Europe déjà a prévu un deuxième paquet de sanctions. Si l'armée de Kagame ne quitte pas le territoire congolais, il y a un deuxième paquet de sanctions qui est déjà en préparation. Je ne sais pas, je ne me souviens pas encore la date, mais il y a déjà en cours des sanctions qui sont prévues pour durcir encore les sanctions contre le Rwanda. Ça ne m'étonnerait pas parce qu'il y a aussi la population, les jeunes surtout, qui en ont marre. Donc, vous savez, monsieur le journaliste, il est très difficile d'arrêter quelqu'un qui a faim, parce que quand la personne sait que, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, il va mourir, il est prêt à tout. Donc, les Rwandais aussi, à un moment donné, ils vont en avoir mal. Et en commencer par l'armée. Et ça, je pense que Kagame ne va pas s'en sortir comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui que la population congolaise puisse dire que les jours de Kagame restent à compter? Oui, je peux vous dire que les jours de Kagame sont comptés, même si Kagame quitte le Congo, même si l'armée de Kagame quitte le Congo. Pourquoi je vous le dis? C'est parce que vous avez vu que le procureur de la Cour pénale internationale a lancé, a fait une annonce demandant à tous ceux qui ont des preuves des massacres qui se sont déroulés à l'est du Congo de les envoyer. Il a déjà lancé les procédures. Même si aujourd'hui Kagame disait « je quitte le Congo, je n'ai plus mes hommes à l'est du Congo » et que c'est vraiment prouvé qu'il a quitté le Congo, eh bien, il y a des procédures judiciaires qui ont été démarrées partout en Europe. Donc, il ne va pas, de toutes les façons, il est responsable, il le sait, il l'a dit lui-même à plusieurs reprises. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, il avait dit qu'il n'avait l'autorisation de personne pour entrer sur le territoire congolais. Ce qu'il a fait, c'est déjà, ça a été déjà écrit, identifié, prouvé par les experts des Nations Unies. Le fait qu'on a lancé les procédures et qu'il y a ici en Europe, je vais dire au niveau Parlement européen, même au niveau des institutions belges, des gens qui sont déterminés à rendre la justice aux Congolais. Donc, même s'ils quittent le pouvoir, de toutes les façons, il y a la procédure judiciaire qui va le poursuivre. Donc, c'est pour ça que je dis, ces jours sont comptés. Et connaissant le comportement de Kagame, vous avez vu comment il a lancé des insultes à gauche, à droite. Après avoir insulté Félix Antoine Tshisekedi, il a attaqué la Belgique.
Maintenant, sur la télévision rwandaise, il y a le monsieur, le porte-parole du gouvernement, un autre monsieur qui s'appelle Dusingizimana, quelque chose comme ça. Il passe les journées en insultant les Belges et les autorités belges et la Belgique en général. Donc, tout ça, c'est parce qu'ils savent très bien que la procédure est déjà lancée. Là, quand la procédure est lancée, personne ne peut l'arrêter. Surtout quand il y a mort de personnes. Donc, le fait que la procédure a été ouverte un peu partout au niveau de la Cour pénale internationale, au niveau de l'Europe, et je pense que Kagame vit ces derniers jours au pouvoir. Je ne dirais pas peut-être ces derniers jours, en tout cas ces dernières années au pouvoir au Rwanda. Alors, nous allons prendre la rencontre Félix Tshisekedi et Paul Kagame qui a eu lieu hier à Doha. Est-ce que c'était important que les deux chefs de l'État se rencontrent autour du prince? Et est-ce que le cessez-le-feu inconditionnel décrété aura des effets clairs sur la population, sur ce qui se passe dans la partie Est, puisqu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de la paix, tout le monde a besoin que cette population-là vive paisiblement. Est-ce que ce cessez-le-feu aura des impacts positifs sur la situation sur le terrain? Je pense personnellement que le cessez-le-feu aura un impact sur le terrain. Mais si je commence d'abord par cette rencontre qui m'a surprise, je ne savais pas, quand j'ai vu les images, je n'y croyais pas. Au début, j'ai dû demander aussi à mes contacts pour qu'on me dise que vraiment c'est vrai. Et c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que là, Kagame prouve une fois de plus que c'est lui le responsable. Il a rencontré, Tshisekedi n'a jamais arrêté de dire que le vrai responsable de cette histoire, c'était Kagame. Maintenant, Kagame y a été. Alors, mais il faut savoir dans quelles conditions Kagame a été, Tshisekedi a été, et pourquoi à Doha. Si vous vous souvenez, monsieur le journaliste, il y a, au début, Kagame voulait que le médiateur soit le monsieur Erdogan, donc le président turc. Tshisekedi avait répondu par niet. Il avait raison, parce que Kagame venait de massacrer la population à l'est du Congo, ça continue, mais à ce moment-là, il y avait la colère un peu partout. Et après, Kagame a contacté l'émir qatarien. Mais le fait que Tshisekedi a été pourquoi? Parce que d'abord, Kagame a contacté l'émir qatarien parce que le Qatar a beaucoup investi au Rwanda. Mais après, Qatar s'est rendu compte que, en fait, le business qu'il faisait avec le Rwanda, les matières premières qu'on achetait à Kigali, c'était des matières volées. Et Félix Tshisekedi a proposé qu'au lieu d'acheter des matières volées, qu'on aille acheter chez le vrai propriétaire, ce que les Qataris ont accepté. Donc les matières premières ont été achetées, s'achètent maintenant avec le Congo, sauf évidemment dans la région que Kigali est en train de piller. Ce qui a fait que d'ailleurs, en acceptant ce deal, l'usine qui préparait l'or et Korta à Kigali a fermé. Donc, Kagame a perdu des sous. Mais le Qatar a investi aussi dans Rwanda et il y a la société de transport aérien de Kagame. Donc, Qatar a investi dedans. Et vu la tournure que prennent les choses, le Qatar se rend compte qu'il va perdre beaucoup d'argent. Parce que si on commence à prendre des sanctions comme ça, il n'y aura plus de voyageurs, de touristes qui vont aller au Rwanda. Donc, le Qatar a intérêt à amadouer, si je peux dire, les autorités de Kinshasa pour qu'ils ne continuent pas de mettre la pression. Donc, mais vu que le Qatar aussi fait du business avec le Congo, Félix Tshisekedi ne pouvait pas dire je n'y vais pas. Il va parce qu'il faut des business. Mais, d'après ce qu'on m'a dit, c'est Tshisekedi qui a imposé ces conditions.
Les conditions, c'était que, un, que Kagame, personnellement, soit là, et qu'il accepte de retirer ses hommes du territoire congolais. Qu'il y ait d'abord un cessez-le-feu et qu'il retire ces hommes du territoire congolais. Ce que Kagame, d'après les dires, ce que Kagame a accepté en fait. Donc, ça c'est encore une autre victoire diplomatique de Tshisekedi. Et le fait que Kagame est poussé et donc tous les pays prennent des sanctions contre le Rwanda, Kagame n'a plus beaucoup de choix. Il est obligé d'accepter. De toutes les façons, même si l'Europe allège ces sanctions, vous avez vu qu'aussi aux États-Unis, non seulement le gouvernement de Trump a pris des sanctions, mais aussi individuellement certains États clés aux États-Unis veulent prendre des sanctions contre Kagame. Je ne me souviens plus, mais quel État a fait un vote d'ailleurs hier, et sur 34 députés de cet État, 33 ont voté pour qu'on prenne des sanctions contre Kagame. Donc, vous voyez où on en est. Cette rencontre, pour moi, pour résumer, c'était très important. Et là, je pense que c'est les autorités congolaises maintenant qui commencent à imposer la cadence. Là, c'est un autre chèque diplomatique de la part de Kigali. Donc aujourd'hui, vous confirmez que la diplomatie congolaise domine sur la diplomatie rwandaise et que la RDC peut facilement gagner cette guerre sur le plan diplomatique. Tout à fait. D'ailleurs, je suis parmi ceux au début qui regrettaient de ne pas voir l'armée prête à tirer des missiles sur Kigali. Mais aujourd'hui, je comprends bien qu'ils ont bien fait de ne pas tirer par eux. Ils auraient pu tuer les Rwandais, mais ils ne l'ont pas fait. Mais aujourd'hui, diplomatiquement, Kagame a perdu. Et il devient fou d'ailleurs, c'est pour ça qu'il devient fou. Et au niveau militairement, les autorités de Kigali, de Kinshasa, vont pouvoir arrêter cette guerre sans tirer une balle sur le Rwanda. Et Kagame va le payer très très cher. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau judiciaire, Kagame ne va pas s'en sortir. Il y a des preuves accablantes contre lui. Donc, c'est la fin, ça sera la fin de ce régime criminel. Alors, il nous reste encore deux questions à vous poser. Joseph Kabila Kabange, bon, je prends d'abord le Senko, puisque aujourd'hui, comme il y a eu rencontre Kabila et, disons, rencontre Tshisekedi et Kagame, est-ce que les évêques de la Senko, puisque aujourd'hui là, je vous informe, je ne sais pas si vous êtes ici au courant, les évêques de la Senko ont été reçus aujourd'hui même par le président français Emmanuel Macron. Est-ce que les évêques de la Senko peuvent continuer avec leur initiative au moment où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, impose déjà sa marque sur le Rwanda? Il y a déjà un cessez-le-feu qui est décrété. Il y a tout ça. Est-ce que les évêques de la Senko ont encore l'obligation de continuer avec leur démarche? Monsieur le journaliste, honnêtement, pour répondre à cette question, je pense que ces évêques, ils ont trahi la population congolaise. Et moi, je trouve que d'ailleurs, c'est une haute trahison que ces évêques ont fait à la population congolaise. Et l'Église catholique devrait, l'Église en général, devrait avoir la honte d'avoir des évêques qui fonctionnent comme ça. Je le dis vraiment, ça me met en colère quand je vois un homme de l'Église qui ne condamne pas les massacres qui se font à l'est du Congo. Par contre, il s'amuse à aller rencontrer ceux qui massacrent les Congolais. Et quand ils sortent de là, le massacre continue. Et les évêques ne disent rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je peux dire là-dessus, c'est que nous connaissons tous, nous savons la position de Macron vis-à-vis des Congolais. Si vous vous souvenez, monsieur le journaliste, il y a 2 ans, monsieur Macron était à Kinshasa. La question lui a été posée. On lui a demandé s'il condamnait les massacres dont les Congolais sont victimes à l'est du Congo par l'armée rwandaise. Macron n'a jamais condamné.
ces massacres. D'ailleurs, moi, personnellement, je considère Macron comme co-responsable de ce génocide qui se fait à l'est du Congo. Il n'a pas condamné et il a soutenu Kagame bec et ongle jusqu'à aujourd'hui. Alors, le fait que ces évêques catholiques prennent l'initiative d'aller rencontrer encore Macron, le premier soutien de Kagame, le président français, qui n'a jamais condamné les massacres à l'est du Congo, je trouve que ces hommes de l'Église ont perdu leur crédibilité et je pense qu'ils s'engagent aussi du côté de ces rebelles, de ces criminels qui tuent les Congolais. Et surtout, ils s'engagent, ils prennent les positions en s'engageant du côté au même Rwandais qui tue l'Est du Congo. Donc, moi, je pense que ces bêtes ne valent rien. Je pense que les autorités congolaises devraient prendre des mesures vis-à-vis de ces évêques qui prétendent défendre la paix, mais vont se rallier à ceux qui tuent les Congolais. Nous chutons avec cette question. Joseph Kabila Kabange s'est dit prêt à apporter son expertise pour la restauration de la paix dans la partie Est. Joseph Kabila Kabange regrette qu'aujourd'hui, il a laissé un pays assez vivable et qu'aujourd'hui, il y a rien qui marche. Est-ce que pensez-vous de cette sortie médiatique de Joseph Kabila Kabange? Honnêtement, je pense que Joseph Kabila Kabange, il a raté l'occasion de se taire. Si le Congo est dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui, c'est à cause de ce Rwandais. Joseph, je le répète, Joseph Kabila Kabange, c'est un Rwandais, c'est un ancien garde du corps de Kagame. Donc, il a raté l'occasion de se taire. Pourquoi? Parce que il n'y a pas longtemps, il y a plus ou moins 4 jours, une semaine, il mettait tout sur le dos de Félix Tshisekedi qui devait négocier avec le M23, alors qu'il savait très bien comment le M23 massacrait les Congolais. La deuxième chose, c'est que cet individu, il a tout fait pour faire entrer l'armée congolaise. S'il y a eu des infiltrations, c'est d'abord lui, dans l'armée, c'est lui qui est responsable. Toutes les discussions qu'il menait, c'est tout ce qui a avantagé Kagame. Et aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, celui qui défendait le M23 en disant que c'était des Congolais que donc les autorités de Kinshasa devraient discuter avec le M23. Alors qu'il sait très bien que ceux qui prennent les décisions, c'est l'armée qui combat au Congo, ce n'est pas l'armée congolaise, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Moi qui vous le dis, je suis Rwandais et je connais beaucoup de jeunes Rwandais qui sont morts au Congo. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de chercher à gauche à droite. Il suffit de voir, par exemple, le cimetière militaire de Kanombe. À l'époque, ça faisait peut-être 1 kilomètre, mais maintenant, on a agrandi, ça fait plus de 10 kilomètres, donc 10 kilomètres carrés. Alors, pourquoi le Rwanda officiellement n'est pas en guerre? Mais les Rwandais qui meurent tous les jours, pourquoi ils meurent tous les jours? Donc, tout ça pour vous dire que ce Kabila Kabange, Joseph Kabila Kabange, il est co-responsable, il est responsable de l'état dans lequel se trouve le Congo. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il n'a jamais condamné le M23 et maintenant, voyant que justement l'Union européenne, les États-Unis ont commencé à hausser le taux, prendre des sanctions, il veut se racheter, dire qu'il veut se racheter auprès des Congolais. Mais il faut qu'il dise alors sa vraie personnalité, qui il est vraiment, parce que ce monsieur, pour moi, les autorités congolaises d'ailleurs, devraient lancer un mandat d'arrêt contre cet individu. C'est vraiment, personnellement, je trouve que c'est un criminel. Voilà ce que je pense. Et dire que c'est quelqu'un qui peut aider ou bien à ramener la paix, non, c'est lui qui a aidé à justement priver le Congo de la paix. Donc, il ne sait rien faire. Pour moi, il a raté l'occasion de se taire.
Voilà, on venait un peu de nous annoncer en pleine émission comme ça. On dit Walikale dans le sud Kivu, Walikale centre venait de tomber malgré le cessez-le-feu décrété. Quel message pouvez-vous lancer aux Azalendo et FARDC qui se battent sur terrain? Écoute, je vous remercie beaucoup pour cette question. Je soutiens à 100% les Wazalendo, ces gars, ces jeunes. Ils ont décidé de donner leur vie pour le Congo. Ça c'est du vrai patriotisme. Je pense que ces jeunes méritent, partout où ils sont, méritent une médaille parce qu'ils se battent avec le cœur. Ces jeunes, je les encourage, je les remercie. Ils ont sauvé beaucoup de vies. Les Congolais, ils ne pouvaient pas être partout malheureusement. Ils n'avaient pas de formation militaire, mais ils ont pris les armes pour défendre le Congo. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur vie, mais il y en a d'autres qui ont sauvé des millions. Et je pense qu'il faut continuer. Je souhaite qu'ils continuent. Ils auront mon soutien partout où ils seront. Et j'espère qu'ils vont gagner cette guerre. Et je pense d'ailleurs qu'ils vont gagner cette guerre. Ça prendra du temps, comme Laurent Désiré Kabila l'avait bien dit. C'est une guerre qui prendra du temps, mais au moins, il faut sauver le Congo de l'esclavagisme dans lequel le Kagame et sa clique veulent plonger la région du Grand Lac, mais principalement le Congo. Mais voilà ce que je peux dire à mes frères Wazalem. Merci beaucoup à vous, M. Gaston, d'avoir disponibilisé de votre temps pour répondre à notre invitation. Merci pour l'invitation, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Malgré la chute de Walikale centre, la population de Walikale, sachez que le président de la République, le FARDC et Wazalendo vont continuer à se battre pour libérer ce coin de la population. Le M23 venait d'accéder à Walikale centre, mais entre-temps, il y a le FARDC et le Wazalendo qui continuent à se battre pour libérer ce coin de la République démocratique du Congo. À nous tous, peuple congolais, soyons soudés derrière le FARDC, soyons derrière le Wazalendo et les chefs de l'État, afin de se battre pour que la paix soit rétablie dans la partie est de la République démocratique du Congo. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. 081 244 83 09 081 244 83 09, c'est notre numéro. Restons toujours branchés sur Congo Live pour avoir les informations en live et en temps réel. Walikale centre est tombé entre les mains de M23, mais le FARDC sont toujours là au centre aussi pour se battre en vue de récupérer ce conquin de notre pays, la République démocratique du Congo. Et merci à tout prochain numéro.